Il ne sera absolument pas question de corruption dans ce 23e numéro des Technos. Et pour parler high-tech cette semaine, on a l'équipe quasiment au complet. De ce côté-ci, il y a du Sébastien et du Marc. Bonjour les amis. Bonjour. Et puis de l'autre côté, il y a David, le retour. Salut. Le retour de la revanche du David. On va parler high-tech, bien entendu. Il y a beaucoup d'infos pour une fois. C'est pas mal. Il fallait le préciser. On commence par la lettre A, comme d'habitude. Évidemment, comme d'habitude. A comme Apple. Marque 1,7 milliard pour 2 data centers Apple. On avait déjà parlé d'un nouveau data center, mais aux États-Unis, dans un bled perdu. Ici, c'est pour l'Europe, apparemment. Ouais, et on pourrait même dire que c'est cher, parce que quand même, voilà, 2 milliards de dollars, ouais. C'est pas donné. Mais bon, il faut savoir que ça va quand même servir à financer la construction de 2 data centers, l'un qui sera implanté en Irlande et l'autre au Danemark, et qui vont servir à alimenter en données évidemment tous les services principaux d'Apple, à savoir iTunes Store, App Store, iMessage, Maps, Siri, etc. Mais pour le marché européen. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, restons-y. Donc, les 2 centres de données sont prévus pour démarrer leur activité en 2017, feront chacun à peu près 160 000 m². Donc, c'est du petit. Hein, oui. Voilà, Apple a l'habitude à faire c'est petit, c'est cosy, c'est mignon, etc. Maintenant, la chose intéressante, c'est qu'ils vont partir principalement, ou si pas uniquement, sur des énergies renouvelables, vertes, avec même l'intention au Danemark de réutiliser une partie de la chaleur générée pour alimenter en chauffage la ville voisine ou les villages voisins. Donc c'est assez sympathique. Ce que Google fait par ailleurs. Oui, bon, il y en a un qui le fait et l'autre qui le voit. Ce qu'ils avaient promis de faire sur le data center, exactement la même chose aux États-Unis. Donc ils copie-colle. Ils ont découvert le pomme-colle. Voilà, copie-colle. Pomme C, pomme V, ça marche aussi. Ça marche également, effectivement. Juste une petite parenthèse par rapport à Apple, on l'a appris quelques heures avant de commencer cet enregistrement, puisque je le rappelle, nous enregistrons le jeudi, qu'une keynote est confirmée pour le 9 mars prochain. Il sera probablement en question des dates, du prix, des applications pour l'Apple Watch, on le suppose en tout cas. On parle également d'un renouvellement de la gamme MacBook Air Retina, me semble-t-il, et puis également d'un fameux iPad Air Pro. Mais ça, on n'en sait pas plus pour l'instant, ça reste au niveau de la rumeur. Quelqu'un a des infos là-dessus ? Non. Ça se précipite pas. On passe à Google. La seule chose que j'ai vu passer, c'est que le nouvel iPad Air devrait être tout nu. C'est-à-dire, il n'y aura plus de port du tout. Il y aura juste un USB. Ça va être pratique. Un USB réversible. Ah oui. Bon, d'accord. Ça, c'est de la grosse rumeur, alors. On peut le dire. Ouais, enfin, je ne l'ai quand même pas vu passer sur Wired ou un truc comme ça. On verra. On attendra la confirmation. Et si on a une équipe, on suivra la keynote le 9. C'est mardi en 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. On passe à G comme Google, toujours avec Marc, pour parler de YouTube Kids qui débarque sur nos smartphones. Oui, exactement. Donc en fait, Google est parti du postulat que YouTube pour les enfants, les petits-enfants innocents, c'est pas bien parce que parfois il y a des choses qui peuvent être effrayantes. Donc ils ont dévoilé officiellement YouTube Kids, qui est une version pour enfants de la forme vidéo et qui se décline sous la forme d'une application iOS et d'une application Android. Alors, lorsque la firme a annoncé le produit, ils ont expliqué qu'en fait la version sera dédiée aux contenus familiaux et permettra aux enfants d'explorer, alors je cite, une vaste sélection de vidéos sur n'importe quel sujet, le tout à travers une interface adaptée, très user-friendly, très intuitif, très coloré, comme Google sait en faire. Ouais. Et alors, le petit plus, c'est que le filtrage permettra aussi aux parents de configurer un timer sur l'application pour empêcher que votre chère tête blonde se décérèbre après avoir passé 14 heures à regarder en boucle Neon 4 ou des trucs comme ça. Je sais, j'ai connu. Donc voilà. Le seul truc, c'est que pour l'instant, évidemment, c'est uniquement destiné au marché anglophone, même américanophone.
smartphone. Donc, on ne sait pas encore quand ça va arriver chez nous. Par contre, la question qu'on est en droit de se poser, c'est connaissant l'appétit de Google pour les recettes publicitaires, est-ce qu'en utilisant YouTube Kids, nos chers enfants vont être bombardés de pubs toutes les 30 secondes? À suivre. Ça, c'est la question. Rappelons qu'il y a une législation particulière en Belgique pour la publicité. Quand on veut toucher les enfants, en tout cas, je pense que c'est très, très réglementé. Je voyais que Sébastien voulait plus soir, peut-être. Oui, c'est réglementé. Chez nous, on se cache les yeux, on se cache c'est ça. Entre autres. Honnêtement, moi je trouve ça une super bonne idée parce que mes gamines qui ont 2 et 4 ans regardent pas mal de temps en temps une petite vidéo sur YouTube, des trucs, des dessins animés. Et je peux jamais les laisser seules dessus. Mes nièces, c'est pareil, elles regardent les dessins animés. Donc honnêtement, il y en a d'autres qui le faisaient pour sélectionner des vidéos sur YouTube. Et c'est presque, il était temps que Google le fasse. Est-ce que c'est pas, parce que j'en ai parlé moi-même dans un numéro précédent, c'est pas Vine qui propose une sélection de vidéos pour les enfants, il me semble. Vine propose effectivement quelque chose du genre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pour envoyer des vidéos pour le coup, mais c'est plutôt pour faire une sélection de vidéos plutôt mignonnes, sélectionnées spécialement pour les enfants. Avec des petits chats. Avec par exemple des petits chats, des petits lapins, etc. Marc, on parle tout à fait autre chose. On parle de Sharp et d'un nouveau smartphone, mais qui a la gueule d'un ancien, même très ancien smartphone, on peut le dire. Oui, parce qu'effectivement, faut pas oublier que le marché mondial du téléphone ne se concentre pas uniquement sur notre continent à nous et aux États-Unis, mais il y a en Asie encore toute une génération de téléphones qui sont encore des téléphones à clapet, les bons vieux téléphones avec une charnière. Il y a une dizaine d'années, avec une charnière qu'on s'amusait avec style à déclapper comme ça. T'as vu comme il est beau mon téléphone. Ouais. Et donc Sharp vient de sortir sous la marque Aquos un Aquos K qui est quand même équipé d'Android 4.4, un CPU quad-core, un appareil photo 13 mégapixels, donc c'est du beau, mais il n'y a pas d'écran tactile. Et en fait, tout ça se contrôle avec un petit pavé qui va faire 1,5 cm sur 1,5 cm. Ça a l'air un petit peu laborieux. C'est quand même vendu 360 €. Ouais. Sans abonnement. On peut évidemment prendre une offre contractuelle avec... il y aura des réductions qui sont prévues pour les personnes de 55 ans ou plus, vu que c'est quand même à mon avis un téléphone qui est destiné principalement aux seniors. Il va faire monter les actions des vendeurs de lunettes parce que c'est quasi illisible sur la taille d'écran. La taille d'écran, oui. La taille d'écran et le bitonio me fait penser à ce qu'il y avait sur à part le clapet bien sûr, sur le Sony Ericsson 800K qui avait un écran à peu près similaire, enfin peut-être un petit peu plus petit, et un bitonio comme ça aussi pour naviguer dans l'écran. Donc on est sur une technologie qui date d'il y a 7 ans. Mais il n'y avait pas Android 4.4, il y avait... Et pas de Google Play, parce qu'il n'y a pas de Google Play là-dedans non plus. Ouais. Donc, ce qui est un peu embêtant. Par contre, pour revenir à ce que tu disais, encore aujourd'hui, tu vas dans des grandes surfaces spécialisées en électronique grand public. Tu peux trouver facilement un téléphone de ce form factor. On en trouve encore chez Samsung, chez LG, etc. Avec la même philosophie. C'est pas de l'Android, c'est du système propriétaire embarqué. Mais n'empêche que ce sont des téléphones que tu vas trouver à 40, 50 €, oui, qui suffisent largement à des seniors. Ouais. Ici, voilà, c'est un autre marché, donc on n'a pas forcément toutes les données en main. Non, c'est sûr. Je voyais David lever le pouce. Pas lever le pouce, mais enfin voilà, oui, je suis plus que perplexe par rapport à ce type de produit. Donc, voilà, Sharp continue sur sa lancée fracassante de produits révolutionnaires, mais qui ne révolutionnent que leur propre marché à eux. Donc, oui, voilà. On peut pas leur en vouloir non plus, hein, ceci dit. Non, ça valait la peine qu'on les cite, comme ça on pourra pas dire nous attaquer en disant qu'on ne parle jamais des autres marques que les grandes marques. Oui. Ou des charnières. Pourquoi on en parle rarement. Ou des charnières. Oui, maintenant, l'objet n'est pas moche en lui-même, il y a certainement un public dessus. Ça offre quand même de la 3G, de la 4G, du Bluetooth 4.0, ça fait mobile wallet, il y a un port infrarouge, vous pouvez vous en servir comme télécommande. Comme Calport aussi. Full Sec Digital TV, donc apparemment ça peut servir comme récepteur télé numérique en plus. Il faut vraiment du courage, vu la taille de l'écran. Mais voilà, on aura parlé de Sharp et de toute façon, si vous grattez un petit peu, vous allez sur un site comme justement celui qu'on vous a cité, Akihabara News, vous allez voir des tonnes d'annonces pour des appareils similaires sur le marché asiatique.
D'accord. Bon, donc je pense que là, on a bien parlé du produit. Voilà. C'est super. Seb, c'est quoi cette histoire de Stouquet? Il va falloir que tu m'expliques. On revient au Stouquet. Moi, je voudrais savoir. Donc, je rappelle qu'on parle de Google. Et je voudrais savoir pourquoi Google supprime les Stouquets de blogueurs. C'est un code. Annie aime les Stouquettes. Les Stouquettes. Tu vois, mon premier sujet, au moins, il est... accrocheur. Crime sautier et tout, oui. Stouquettes. Écoute, ça m'a fait rigoler et désespérer en même temps de voir cette news cette semaine. En fait, donc Google est l'hébergeur de blogueurs. Un blogueur, je sais pas si vous allez encore souvent sur ce genre de plateforme, mais c'est historiquement les bons vieux blogs où chacun raconte sa petite vie et tout bazar. Et donc il y en a encore, ça existe encore, ça marche encore. Ouais. Et donc il y a quelques temps déjà, c'était en 2013, ils ont décidé de casser les dents à tous ceux qui faisaient de l'adulte porno dessus et qui se faisaient de l'argent. Donc là ils ont dit à tout le monde, allez voir ailleurs si vous voulez montrer vos fesses et faire de l'argent avec vos fesses. Et maintenant ils ont décidé de... Celle des autres. Oui, ou n'importe, surtout celle des autres, souvent. Et donc maintenant, ils ont décidé qu'à partir du 23 mars, si tu montres Stouquet ou n'importe quoi à poil, on parle pas d'un chat à poil, on parle de oui, non, on est bien d'accord. À partir du 23 mars, ton blog disparaît. Ouais. Alors, la photo de Demis Roussos, ça va pas. Mais ceci dit, et ça peut se comprendre aisément, j'ai l'impression qu'ils essayent quand même de conserver quelque chose de plus ou moins correct, entre guillemets, par rapport à Tumblr, qui est devenu, au fil du temps, le principal concurrent de blogueurs. D'ailleurs, certains sont passés d'une plateforme à l'autre en fonction des modes, entre guillemets. Et là, par contre, pour le coup, sur Tumblr, c'est le genre de choses que vous rencontrez sans aucune forme de difficulté. Ouais, Stouquet et autres fessiers. Et voire plus. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi un petit peu pour ça. On peut pas trop leur en vouloir. Écoute, non, il y a plein de plateformes de blog et à chaque fois qu'il y a une plateforme de blog, il y a toujours quasi une section adulte parce que voilà, ça fait de l'audience, parce que les gens le demandent, parce qu'il y a du public, parce qu'il y a de l'argent, parce que tout ce que tu veux. Il y a une plateforme en France qui le fait. Google était pas non plus ouvert absolument à ça. Quand tu allais sur un blog adulte, je vais pas souvent sur Blogueur, mais j'ai déjà vu, j'avoue, ma femme nous écoute pas, un blog où tu as un gros warning où tu dis effectivement attention, vous allez voir une Stouquet. Vous êtes sûr, et donc le truc était quand même déjà bien protégé. Après, je trouve ça dommage. Voilà, c'est un peu de puritanisme si on veut. Bon, c'est du puritanisme à l'américaine, quoi. C'est voilà. Maintenant qu'on a attiré suffisamment de monde, ok, bon, on restera un peu. On n'a plus besoin de ce type de contenu. Ceci dit, tout le monde se pose la question de savoir combien de temps Google va encore garder blogueur. Parce que voilà, c'est. S'ils virent les Stouquettes, c'est fini. Hein. Ah oui, non, ça va. C'est fini là. Là, il n'y a plus personne. Donc voilà, vous avez maintenant la définition de Stouquet. Je propose qu'on passe à David, après la Stouquet. Google, et on continue de parler de Google. Google qui lance son programme, et je pense qu'on avait juste évoqué l'idée à un moment donné avec Marc, ici même, de Android for Work. Oui, et donc voilà, ça y est, c'est réellement officiel. Donc qu'est-ce que c'est Android for Work? C'est la réponse entre guillemets de Google au monde professionnel. Donc pour être clair, c'est la possibilité pour un employé de pouvoir utiliser son propre smartphone. On avait déjà abordé pas mal de fois le sujet du Bring Your Own Device. Ben, c'est la conclusion de Google qui permet de créer sous Android 5.0 un système complètement indépendant pour l'usage professionnel. Il faut savoir que ça faisait partie des nouveautés qui avaient été annoncées avec Android 5.0, mais où ils vont encore plus loin, c'est que pour les anciens appareils, ils ont développé une application qui s'appelle Android for Work, qui permet de bénéficier pratiquement de tous les avantages du développement qui a été fait pour Lollipop. Donc la plateforme, au départ, c'est réellement pour pouvoir gérer des profils professionnels. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec un système de cryptage de données qui est fourni par Google. De manière plus générale, ça va permettre de gérer de façon sécurisée des emails, des agendas, des calendriers, des documents, créer un moteur de recherche pour son entreprise et d'accéder à des applications. On parle de Google Play for Work aussi, donc ça veut dire qu'on va avoir un vrai système de déploiement d'applications privées au sein de l'entreprise.
Donc pour le moment, les entreprises sont obligées de mettre ça entre guillemets au tout public sur Google Play. C'est quelque chose qui ne satisfaisait pas les partenaires de Google, puisque c'est principalement axé pour les très grosses entreprises. C'est pas les petites PME qui sont visées ici. Mais voilà, c'est pour moi une bonne solution, parce que le smartphone aujourd'hui prend de plus en plus la place du PC portable. On fait de plus en plus de choses avec son smartphone, et donc Google a bien répondu aux attentes du marché professionnel avec cette solution Android for Work. Donc ça va pas révolutionner le monde, ça c'est sûr, mais ça vous permettra d'utiliser de manière cloisonnée dans votre propre smartphone des applications professionnelles. Mais pour ça, il faudra que les entreprises prennent confiance dans des outils, et en particulier des opérateurs tels que Google. On avait déjà évoqué ça, si je me rappelle bien, il y a quelques temps, de ces outils en ligne qui se proposent d'offrir des services aux entreprises, justement avec Facebook. On avait parlé justement de cette problématique, et que beaucoup d'entreprises, et des entreprises de grande ampleur, n'ont absolument pas confiance dans de tels partenaires, parce que ils n'ont pas la main dessus, et que les choses ne sont pas toujours très très claires. Donc il faut reconnaître que là, il y a une espèce de flou juridique, il y a le problème de la distance, on n'est pas dans le même pays, enfin voilà, c'est toutes sortes de choses qui font que on peut se poser la question professionnellement, est-ce que c'est vraiment un outil dans lequel on irait placer nos secrets professionnels, par exemple, ou notre communication interne? C'est une question qu'on peut poser à Sébastien ou à Marc. Joker. Non, moi je trouve que l'idée est très très bonne. Ah, l'idée est bonne. Là, je suis d'accord. L'idée est très très bonne. Est-ce qu'on va aller placer nos infos? Ça dépend il faut aller voir, gratter un peu les détails de ce qu'on propose comme cryptage, comme info, et sur les offres pour le Play Store professionnel, à quel point nos apps sont bien protégées, etc. Mais ça répond pour moi à une grosse problématique. Donc je pense que c'était extrêmement attendu. Et par contre, en même temps, ils sont en train de modifier le Play Store et ça c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend d'où on se place, pour rajouter de la publicité, c'est-à-dire que le mec qui veut faire de la pub pour que son app soit devant pourra le payer prochainement. Donc balancer des AdWords, normal, Google vit ça sur le Play Store. Donc ça, c'est tout chaud, je l'ai lu juste avant l'enregistrement, ça débarque. D'accord. Tiens, Seb, on va rester chez toi, et on va justement parler sécurité. Apparemment, il y avait il y a toujours eu, on a toujours parlé de ce genre de problème, quelques failles chez Facebook, paraît-il. C'est vrai, une faille chez Facebook. Comment donc? Comment est-ce possible? Comment c'est que c'est possible? Non, les gens pouvaient supprimer nos photos. Oui, alors c'est un truc qui m'a toujours tué, moi, sur Facebook. C'est regarder comment est protégé l'accès à une photo. Globalement, Facebook, ils se sont jamais trop cassé la tête en mettant en allant chercher derrière les accès. Quand tu vas voir un site, en général, l'ID d'une photo, l'URL, tu vas avoir un ID, le site va aller vérifier que toi, petit utilisateur, tu as droit à aller voir cette photo, et il va te l'afficher. Facebook, ils étaient partis d'un autre concept, ils se sont dit, on va faire une URL qui est tellement complexe que de toute façon, tu n'as aucune chance de la trouver, et donc comme ça, on n'a pas besoin d'aller, on fait un fichier statique, et on n'a pas besoin de protéger le truc. Ça m'a toujours un peu tué, donc si tu browses et que tu génères toutes les possibilités d'URL d'image, tu verras les images de tout le monde. Ça, c'est toujours assez amusant. Ça, c'était un point entre parenthèses, mais il y a un mec qui a essayé, du coup, par hasard, parce que c'était un programmeur, il voulait supprimer une photo avec le Graph API, et il s'est planté, et au lieu d'utiliser son URL, il a utilisé une photo comme ça qui n'était pas lui, et il s'est rendu compte que la photo, elle est pâtie. Et donc il s'est dit, la fonction suppression comme ça, je donne n'importe quel ID de photo et elle dégage, et en fait plus ou moins, oui. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc le mec, il se dit débutant programmeur, il s'est planté, il a commencé à voir qu'il pouvait supprimer n'importe quelle photo. Il a quand même écrit un mail à Facebook pour dire dites c'est normal les gars. Et les gars lui ont filé 12 500 € en disant non, c'est très bien, c'est pas normal, mais on l'a corrigé. Les grandes découvertes sont souvent le fruit de hasard. Il faut reconnaître que c'est plutôt balèze. Alors, 12 500 balles, c'est pas beaucoup
coup pour ce type de bug, parce que ça aurait pu faire énormément de dommages sur Facebook, parce que les photos étaient vraiment balancées. Donc voilà, pour l'image, ça aurait pas été génial pour Facebook. Maintenant, il faut savoir qu'il y a le bug bounty, ce qu'ils font, et alors ce que quelques grosses boîtes font, comme Google aussi, c'est qu'ils ont tout un système en place qui est prévu pour dire vous avez trouvé une faille, voilà ce que vous allez y gagner. On vous donne directement les sous, plutôt que de nous faire chanter en essayant de nous demander des millions d'euros, etc. Donc ça, c'est... et puis il y a un petit côté ludique aussi, d'aller à la chasse aux bugs pour se faire un petit peu de sous. Voilà, cherchez-nous les failles. Et récompense les gens pour ça. 12 500 balles, voilà, c'est plus ou moins ce que Facebook offre par faille. Donc allez-y. C'est bon, on parle de la NSA. Ah tiens, bizarre, qui s'invite sur nos GSM via la carte SIM, j'imagine. Ouais, voilà, on en a entendu. Si personne l'a entendu cette semaine, franchement, c'est que vous vivez dans une cave. Donc je vais pas revenir sur toute l'histoire, mais en hyper résumé... la NSA, depuis quelques longues années, réussit à avoir toutes les clés d'encryption des cartes SIM, et donc en fait ils écoutent qui ils ont envie, quand ils ont envie, comme ils ont envie. Si ils ont envie. Si ils ont envie, hein, voilà, vous, votre grand-mère ou que sais-je, et donc ils peuvent écouter aussi bien du vocal, du data, ils peuvent tout intercepter, puisque à la base c'est juste de la radio, ça passe les petites ondes, et donc s'il y a quelqu'un qui écoute ce qui se passe sur les petites ondes, normalement c'est décrypté, là ça l'est plus. D'accord. Bon, ça va être très schématique, mais ce qui m'a assez amusé, c'est la réaction des gens là-dessus sur la toile. Il y a eu pas mal de gens qui effectivement taclaient la NSA ou disaient voilà, on n'a plus de vie privée, on peut nous écouter partout, etc. Et en même temps, à côté de ça, ils utilisent chez eux des babyphones qui sont sur des fréquences radio absolument non cryptées, donc n'importe quel mec avec un poste radio amateur va pouvoir écouter ce qui se passe dans leur chambre, comme ça. Sauf que les babyphones maintenant c'est par courant porteur, hein, c'est sur la prise de courant. Non, et donc c'est rare, c'est rare. La plupart sont encore en analogique pour les moins chers. Ça devient je t'assure, moi j'en ai fabriqué un pendant mes études et ça remonte. C'était un babyphone et ça fonctionnait, c'était de la fréquence modulée mais en courant porteur, c'est-à-dire sur la prise de courant. Non mais alors je voudrais pas te contredire, mais j'ai 2 gosses. J'ai des babyphones qui sont encore vendus. Les bas de gamme, c'est de la radio. D'accord. Elle était méchante. Les hauts de gamme, c'est du digital. Et si tu veux du courant porteur, à mon avis, tu mets le paquet au niveau pognon. Mais ce qui se vend aujourd'hui dans le marché, c'est de la radio. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Si tu prends les téléphones DECT, et jusqu'il n'y a pas longtemps, le cryptage était encore plus qu'à désirer, laissait plus qu'à désirer. Et si tu prends les téléphones mobiles les technos, avant ce qu'on utilisait maintenant, je me rappelle, parce que mon père était radio-amateur, qu'on passait des soirées à écouter les gens qui papotaient dans la bagnole. Donc, ok, c'est vrai qu'on peut dire, ok, c'est un scandale, on nous écoute maintenant, mais regardez autour de vous ce qu'il y a dans votre maison. Si on a vraiment envie de vous écouter, c'est super facile. Toutes les portes sont ouvertes chez vous. Donc, ok, bon, voilà. Si vous avez vraiment peur sur votre téléphone, connectez-vous avec du VPN sur quelque part pour crypter vos données et utiliser du voice over IP, et que sais-je. Mais bon, voilà. Je voudrais pas être méchant, mais je pense que la NSA s'en fout un petit peu de ce que vous racontez à votre petit ami. Oui, ça y a de fortes chances. Sauf si... Enfin, quoique... Ouais. ça dépend de la petite amie, en fait. Voilà, et de ses amis. On s'en fout. C'est clair. On s'est un peu alarmé pour rien. Marc, on va parler de Superfish de Lenovo. C'est quelque chose qui fâche tout le monde, apparemment. Ce fameux Superfish, tu nous rappelles de quoi il s'agit-il? Est-il que c'est un bidule qui a été pondu par une société israélienne spécialisée on va dire, en outils de guérilla informatique, parce que c'est quand même une branche du gouvernement israélien et de la défense. La société en question, c'est Commodia. Et Superfish, en fait, est un petit logiciel adware qui avait été installé par défaut par Lenovo sur toute une série de ces machines, et ce jusqu'à assez récemment, vu que ça ne fait que depuis janvier,
que Lenovo a décidé d'arrêter de mettre le petit bidule par défaut sur toutes ses machines. Alors Superfiche, ça permettait quoi? Principalement, ça lui permettait d'intercepter le trafic SSL, donc tout le trafic sécurisé, et donc de ne rien rater de ce que l'internaute pouvait faire, et en profiter pour injecter de la pub contextuelle dans les pages qui étaient consultées par l'internaute. Là où ça pêchait un petit peu, c'est que le truc était codé à la 6.4.2 et utilisait en fait un certificat de sécurité qui était le même pour toutes les machines, avec une clé de chiffrement qui évidemment a été rapidement trouvée et un mot de passe principal qui était rien d'autre que le nom de la société qui l'avait fait, donc c'est original. Et donc à partir du moment où le truc a été ouvert, on a pu assister à tous les scénarios d'attaque de type Man in the Middle possibles et imaginables. Donc on rappelle, hein, le Man in the Middle, c'est voilà, vous avez un acteur qui s'interface entre les deux end-to-end et qui peut aller, voilà, il peut aller injecter ce qu'il veut. Et donc depuis lundi dernier, Lenovo a annoncé que c'était fini, mais ça n'a pas suffi parce que bon, il faut quand même savoir que le département d'État américain, qui apparemment était un gros client de Lenovo, on l'a appris, a demandé instamment à la firme de mettre fin à cet agissement assez embêtant. Et ça a tellement peu plu aux utilisateurs que récemment, Lenovo s'est fait hacker par un groupe de pirates qui s'appelle les Lizard Squad et qui, eux, avaient quand même comme à leur tableau de chasse déjà Xbox Live, les hacks de Xbox Live et de PlayStation Network. On en a déjà longuement parlé des Lizard Squad. Ce sont des petits gars tout sympas. Mais donc voilà, donc pour l'instant, effectivement, il n'y a plus apparemment de mise à jour ou d'installation de Superfiche sur les nouvelles machines Lenovo. Et si vous voulez vérifier, au cas où vous en avez un, moi je l'ai fait parce qu'évidemment avec le mien, un premier truc que j'ai vérifié, c'est pas le cas heureusement, il y a un site qui permet de vérifier si vous avez la crasse sur votre machine ou pas et qui vous donne toutes les indications pour le retirer si nécessaire. On vous mettra le lien dans les liens de... Et il suffit d'installer une petite applet Java. C'est ce que j'allais. Oui, mais est-ce que c'est pas. Enfin, j'ai peut-être sauté un chapitre, hein, c'est possible, j'ai eu un moment d'absence, mais ça se retrouve pas physiquement sur la carte mère du PC. Enfin, ils n'ont pas implanté un. Alors, rien n'indique qu'à ce stade, ce soit une implantation physique. Physique, parce que ça arrive aussi. Hein, chez certains fabricants chinois peu recommandables s'étaient amusés à faire ce genre de choses. Oh, pas que chinois d'ailleurs. Oui, au tout début, quand Intel a sorti les premières versions de son TPM, les Trusted Module Platform, qui permettaient justement de valider l'exécution de code signé, donc certifié, par rapport à certains modèles de processeurs qui offraient notamment des capacités de virtualisation et tout. Il y avait des trous de sécurité comme ça, et il y a certains qui ont pu prendre le contrôle de machines et de hordes entières de machines comme ça, en passant par les trous qui avaient été laissés par les développeurs. Mais ça, c'était du hardware, donc il y avait un problème beaucoup plus fondamental. Ici, je crois que ce n'est que du hardware, que du software. Par contre, là où c'est embêtant, c'est qu'apparemment, dans les procédures qui ont été envoyées par Lenovo pour retirer le bidule, il y a certaines machines qui s'en sont vues complètement pétées, c'est-à-dire calportées, quoi. Oui, c'est ça. Il fallait une disquette. Voilà, on va dire ça comme ça. On change tout à fait de sujet, mais on va rester avec toi, Marc, pour parler de Pebble-Time. C'est la smartwatch e-Link, mais Link, l'encre, Ink, oui, je me suis mal exprimé, qui passe à la couleur, paraît-il. Ouais, exactement. Alors, on en profite quand même pour dire un petit bravo aux gars de Pebble parce qu'ils ont lancé leur campagne de Kickstarter. Parce que bon, rappelons-le, c'est un prototype, c'est un projet qu'ils ont besoin de sous-sous pour la mettre en route. Ils ont démarré leur campagne le 24 février. À l'heure où nous sommes maintenant, précisément, ils sont déjà à 10 473 000 $ de collecter. Ils en cherchaient 500 000. Oui, c'est ça. Sur la version couleur, tu veux dire Sur la version couleur. Parce que la version monochrome, elle existe. Elle existe, elle est livrée, commercialisée. C'est une très belle petite montre. Donc ici, effectivement, ils sont passés sur un écran couleur, e-ink couleur. Alors, probablement fourni par la société e-ink aussi, d'ailleurs. Voilà. La dernière génération d'écrans couleur, capable d'afficher 64 couleurs.
Certains vont rigoler, mais soit. Oui, mais ça consomme presque rien, ce machin. Ça ne consomme rien, justement. Ça ne consomme qu'au changement d'affichage. Ouais. À partir du moment où l'image se reconstruit, ça consomme. Sinon, c'est comme certaines liseuses, par exemple, enfin, toutes les liseuses, en fait. Enfin, la plupart. Donc. Oui, exactement. Non, même quasiment toutes, oui. C'est une bulle d'encre qui se positionne dans une certaine position selon un champ magnétique, et puis voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Un champ électrique. Voilà. Et donc, Mais donc, pour rester ici, on a une montre conventionnelle dans la mesure où, bon, elle est interfacée évidemment avec Android et avec iOS. Elle permet de voir ses notifications dans un ordre chronologique. Alors, justement, pour aussi probablement ne pas gréver l'autonomie, ils ont évité de lui mettre une surcouche tactile. Donc, on a 3 petits boutons sur le côté qui permettent de naviguer. Et d'après les vidéos, ça a l'air assez intuitif. Là où ça devient aussi sympa, c'est que la montre est munie d'un micro. Alors, je sais que d'autres montres le sont déjà, mais qui permettent d'enregistrer des notes ou de répondre vocalement aux notifications. Oui, je sais, la tienne, Seb. Maintenant, voilà, c'est une petite montre de base. Elle ne va pas être chère. On se rappelle que la version actuelle est vendue à $199 ou $149. Et celle-ci ne devrait pas être beaucoup plus chère, je pense. Et puis surtout, ce qui est assez sympa, c'est que malgré qu'ils ont effectivement fait une grosse release au niveau du système, software, toutes les 6500 applications et cadrans déjà disponibles pour les anciennes montres seront toujours compatibles. D'accord. Donc voilà, on attend de la voir. Et vu ce qu'ils ont réussi à mettre de côté pour l'instant, nul doute qu'on va la voir assez rapidement. Je pense que c'est assez ouvert en plus. Hein. La Pebble, il y a plein de gens qui écrivent des applications pour ce petit objet. Ils ont un SDK tout à fait ouvert, oui. Ah ben voilà, elle sera proposée à $179. Voilà. Et alors, ils vont aussi ouvrir au format objet 3D Open le modèle de la montre pour que n'importe qui puisse proposer de ses propres bracelets, etc. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment ouvert, là, pour le coup. Ouais. Et elle sera disponible en mai. Voilà. Chouette. Seb, tu restes dans l'image pour parler d'écran réflectif. C'est quoi ? On parle de montre, hein, toujours. C'est quoi un écran réflectif ? Alors, est-ce que tu me permets une mini digression avant ? Vas-y. Digression, je veux bien. Ou discrétion. La discrétion. Non, alors, une petite remarque. La digression est indiscrète. C'est que j'aime bien l'histoire de Pebble, de Marc, et alors, tout le détail technique, mais ce qui, moi, me frappe surtout dans l'expérience, et ce que j'adore, alors je ne vais pas acheter la Pebble pour autant, c'est ce qu'ils ont fait. La démarche, c'est une marque qui est reconnue, qui a ses équipes de recherche, de designers, tout le bazar. Et donc ils n'ont pas besoin du public, ils n'ont pas besoin du financement pour balancer leur monde, ils n'ont pas besoin de Kickstarter. Et ils ont utilisé Kickstarter pour savoir si effectivement les gens allaient acheter leur montre. C'est une démarche aussi. Mais je trouve ça génial, parce que si demain tu prends les grands constructeurs, plutôt que de me balancer des télé 3D, des télé 4K, des télé machin, me proposent sur Kickstarter, voilà, ça c'est ce que j'ai comme proto, est-ce que j'ai des gens pour l'acheter, et que t'as 3 pelés qui disent ok, non, rien à foutre de ta télé en 88K, moi je veux une télé qui fonctionne, et qu'ils ont un autre truc innovant à côté, et que les gens pourraient enfin peut-être influencer le R&D dans certaines marques. Mais d'un autre côté, il faut pour ça que tout le monde joue le jeu. Est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes de copie et de gens qui vont essayer de regarder, d'être plutôt observateurs et de juger le marché sur le dos du voisin Bien sûr, mais le principe de Kickstarter, c'est pas tu présentes un produit que tu vas hypothétiquement faire dans 10 ans. Tu présentes un produit qui est fonctionnel et est-ce que je le passe en production ou pas ? Oui, mais le concurrent peut très bien dire je n'attends pas de voir le résultat, moi je passe directement en production et je copie le produit. Mais tu vois bien que pour des gars comme Pebble, donc des grandes marques, ils ont leurs résultats en quelques jours. Hein. Oui, ça va vite. En quelques jours, ils ont leur vote. Apple, on pourrait savoir si la montre, ça intéresse les gens ou pas. Donc ils pourraient avoir un système de précommande avant d'arriver sur le marché. Et donc tu sais que tu vas avoir ton produit dans 3-4 mois. Ça me dérange pas d'acheter un
produit 3-4 mois avant, si c'est vraiment un produit que de manière générale, mais je te rejoins complètement, mais de manière générale, l'outil Kickstarter et ce type de fonctionnement, ça ouvre des portes et des perspectives tout à fait géniales. Ça peut ouvrir des portes et des perspectives tout complètement crétines aussi. Hein. On a vu des trucs complètement idiots, mais en même temps, les gens sont juges. Des mecs qui voulaient inventer la roue. Oui, ou le morceau de plastique, quoi, qui vendait un morceau de plastique. Enfin, voilà, on a vu de tout, mais malgré tout, les gens sont juges. Ici, franchement, chapeau, rien que pour ça, je trouve que la marque a fait un très bon plan. Et alors, au niveau écran... c'est quoi cette histoire d'écran réflectif? Un écran réflectif, c'est juste un beau mot pour dire exactement la même chose que ce que fait Pebble sur la news précédente, plus ou moins. Hein. Donc, en fait, c'est au lieu d'avoir un écran qui diffuse, donc il y a toute une série de LED, j'allais dire, mais donc de voyants, de lumière pour afficher ton image. Ici, c'est une technologie qui utilise la lumière ambiante pour te renvoyer ton image. D'accord. Donc, ce qui permet, selon la compagnie japonaise qui a sorti le truc, de consommer environ 0,5% de l'énergie qui est utilisée aujourd'hui par un écran LCD pour t'afficher la même image, et ils disent que leur techno est suffisamment au point que pour une image qui serait similaire à ce qu'on a aujourd'hui en LCD, et pas ce qu'on avait sur des e-ink couleurs merdiques comme JS il y a peu de temps, parce que voilà, les e-ink couleurs ont quand même franchement du mal à arriver avec un bon produit. Sinon, bon, la spécification, c'est la même chose qu'un écran standard, un 320, machin, etc. Donc tout ça n'a pas d'intérêt de parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur 0,5% de consommation. Donc pour des montres qui aujourd'hui durent une petite journée ou 2-3 jours pour certaines, bah, voilà, tu retrouves des montres qui durent plusieurs mois. Donc ça peut être vachement intéressant. Et alors, c'est pas une techno qui va arriver dans 20 ans. Il y a un proto qui est en cours et on parle de commercialisation de produits, enfin en tout cas de livraison pour de la commercialisation à partir du mois de juin. D'accord. Donc c'est un truc qui sera là pour la fin d'année. Des montres qui vont pouvoir tenir le coup grâce à cette techno vachement longtemps. Je voyais la tête de David, plutôt dubitatif. C'est pas dubitatif, c'est que ils ont, et Seb l'a bien dit, ils sont très très proches sur beaucoup de points des écrans actuels, et donc ils peuvent mettre leur argumentaire en place de dire ok, il n'y a pas de souci, on consomme 0,5% de la consommation des écrans actuels. La seule chose, c'est qu'il y a une donnée, moi, qui me pose un problème énorme dans leur fiche technique, c'est le taux de contraste. Ils ont un taux de contraste de 20:1. Oui. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, un écran d'ordinateur, les écrans les plus performants ou les télévisions peuvent travailler en contraste réel sur des 1000, 1500. Oui, mais on est bien d'accord. C'est le principe de cette technologie, c'est qu'elle reflète une lumière déjà existante. Oui, mais donc ça va poser un problème au niveau des couleurs. Parce que l'éclat des couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionne qu'avec un taux de contraste. Donc on va avoir en fait des couleurs qui vont être très neutres, donc très délavées. Vous ne saurez pas faire un rouge brillant, vous ne saurez pas faire un bleu brillant. C'est strictement impossible. C'est le principe même de l'analyse du taux de contraste. Donc je ne dis pas que pour les montres c'est essentiel. Oui, mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'on dise directement ah bah oui, mais c'est aussi d'une aussi bonne qualité. C'est d'une autre. On va être plus précis. Je comprends complètement. On va dire qu'on est c'est une autre technologie. C'est un bon compromis. C'est une autre qualité. On va dire ça comme ça plutôt. C'est qualitatif aussi, mais ça se rejoint pas sur le même principe. On le disait, hein, la Pebble et le système e-ink, ça a une drôle de tête aussi. Enfin, ça n'a pas non plus la gueule d'un écran. Si on compare vraiment l'incomparable, un écran Retina, par exemple. C'est normal, c'est pas la même technologie. C'est pas le but. Et c'est pas le but non plus. C'est pas le but. On est bien d'accord. Honnêtement, je prends pas ma montre pour regarder un film. On est d'accord. Je regarde ma montre pour regarder l'heure. Voilà. Et donc, je préfère que ma montre, elle me donne l'heure en couleur pendant 3 mois, plutôt qu'elle ait un superbe rouge pour m'afficher un beau verre de cocktail sur une plage. Tu vois, c'est un choix. Je m'en fous, quoi. Seb, on parle de Beam. C'est un projecteur, mais qui se place, un projecteur vidéo, j'imagine, mais qui se place dans une lampe.
J'ai découvert ça cette semaine, un petit gadget, j'aime ça. Et voilà, c'est un truc, un pico-projecteur, alors qui effectivement a pas beaucoup de contraste, pas beaucoup de lumens, donc pas beaucoup de lumière. Le truc, je pense qu'il était à 100 lumens, donc faut pas non plus espérer pouvoir projeter en plein jour. Mais la plupart des pico-projecteurs sont à ce niveau-là, avec des images qui sont réduites en 850 x 400, 854 x 480. Donc c'est pas du projecteur haut de gamme. Par contre, ce qui est génial avec ce truc, c'est qu'en fait, tu le mets, c'est un socket de lampe, donc tu le mets c'est une ampoule, tu le mets à la place de ton ampoule, et ça y est, t'as un projecteur à base d'Android que tu contrôles en Wi-Fi et qui balance ton image. Donc voilà. Alors, je suis pas sûr que mes ampoules soient vraiment bien orientées pour pouvoir faire des projecteurs, mais je trouve le concept assez génial. Il y a une vidéo de présentation, si vous regardez le podcast, vous la verrez, qui montre les différents usages de cette lampe. Et moi, ce qui m'a titillé, c'est justement, puisque c'est une lampe avec un socket de lampe, c'est la projection sur le plan de travail dans la cuisine. C'est assez original, je trouve. Ça ouvre des perspectives. C'est génial. Il y a bien une lampe chez moi. La plupart des trucs, c'est des spots avec 2-3 ampoules. Je pourrais facilement sacrifier une ampoule pour mettre ce genre de truc. Ça m'amuserait. Bon, par contre, ce qui m'amuse moins, c'est que c'est $400. Donc là, effectivement, c'est autre chose. C'est un peu cher pour un pico-projecteur. C'est un petit peu. Ça risque pas de diminuer. C'est un projet Kickstarter, donc c'est le prix. On va dire ça comme ça. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne en Wi-Fi? T'as des infos là-dessus? Ouais, non, c'est du Wi-Fi. Et non, c'est pas du CPL, c'est du Wi-Fi. C'est con, c'est con encore. Qui pourrait. Donc c'est du Wi-Fi N, du Bluetooth, de l'ARM. Ils ont 8 Go de stockage. Enfin, donc c'est vraiment un mini Brawl Android comme on a l'habitude de voir, quoi. Sauf qu'ils ont tapé ça dans un socket. Fallait y penser. C'est plutôt malin parce que tout le monde a des sockets. Et donc voilà, oui, Marc. Et moi, ce que j'aime bien, j'ai regardé la petite vidéo, alors effectivement, c'est le genre de gadget qui me plaît bien, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont réussi quand même à introduire là-dedans le support de AirPlay et de Chromecast, en plus. C'est pas mal. Non, il y a de l'idée. Bon, allez, 400 boules, quoi. Bon. 400 boules, sinon c'est bien. C'est plutôt rigolo. Quoi d'autre? On peut parler... Ah bah tiens, oui, vous avez été voir un truc, ça vous arrive encore de temps en temps. Ouais, mais on peut rien dire. Vous avez été... Attendez, on va dire de quoi il s'agit, parce que vous avez été un compte-rendu, enfin un rendez-vous pour la presse chez Sony. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors effectivement, on a dû signer un NDA, plusieurs NDA. Merci. On ne peut pas vous parler des télés, désolé. On ne peut pas vous parler de l'audio. On ne peut pas vous parler des téléphones qui sortent au MWC. Non, ça non plus. Mais on les a vus. C'est dégueulasse. Non, mais on les a vus, mais de toute façon, soyons honnêtes, la presse entière en parle depuis 4 jours. Tout le monde top. C'est top. Il y a quelques trucs qui sont très top. D'accord. Il y a quelques trucs qui sont top. Et voilà. Oui. Ça, c'est du teaser à la con. Mais bon, vous inquiétez pas, parce que franchement, dans quelques jours, vous saurez aussi. D'accord. Par contre, pour les télés, vous allez devoir attendre jusque... C'était quoi, juin ? Mais il y avait des trucs, des plus petits trucs sympas. De loin, j'avais quand même remarqué les petits baffles. Alors, on en avait déjà vu 200, c'est des petits cubes. Oui, c'est ça, oui. Bluetooth. Qui font un truc classique. Sauf que eux, ils font ça... tu peux enchaîner plusieurs. Donc voilà, ils ont rajouté quelques petites fonctionnalités pour pouvoir faire ça en stéréo, pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est assez cool. Et il y a pas mal d'autres produits comme ça où il y a une tendance que honnêtement j'avais pas encore vue sur du multi-room. Oui. Donc ça, on peut pas en parler. Quoi, un peu comme attends, on va poser des questions alors, un peu comme faisait Sonos ou fait Sonos. Un peu comme fait Sonos, un peu comme fait Logitech, mais on ne dirait pas la suite. On ne peut pas dire la suite parce qu'on a signé, sinon on est voilà. Par contre, moi il y avait un truc que j'ai vu qui était sympa, c'est qu'ils ont développé, ils ont un produit qui va rentrer en compétition directe avec les GoPro. qui est toute une gamme de petites caméras embarquées, étanches, etc. Oui, ça on peut le dire. Je vais d'autant plus que ça existe déjà dans la gamme, excusez-moi les gars, mais là ils vous ont un petit peu eu, ça existe. C'est possible. Voilà. Oui, ça je vous le confirme. Ils ont développé une gamme type GoPro déjà depuis un petit temps. Je pense que David, tu peux le confirmer, oui ou non? Oui,
Ça existe depuis quelques années maintenant. Alors ça évolue après. Vraisemblablement des nouveautés, mais j'étais occupé à m'extasier sur ce non-sujet sur lequel je crois que si on continue comme ça, on est capable de faire 7 minutes parce que vous n'avez le droit de rien nous dire. En fait, on fait toujours très long sur les trucs sur lesquels on peut pas parler. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc, j'ai jamais signé un NDA avec des trucs jusque juin, quoi. Donc, oui, c'est ça. Donc ça vaut la peine de faire. Enfin, après, on s'étonne que les journalistes se déplacent plus aux conférences de presse. Tant pis pour vous. On va parler de Facebook un petit peu, si vous voulez bien. Facebook City. Alors là, ça, on peut pas teaser. Tout le monde est au courant. C'est un truc à la con. C'est du mégalo de chez mégalo, ça. C'est un truc à la con, et tu dis, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, après avoir fait Facebook, le mec le plus asocial au monde, qui a créé le réseau social le plus grand du monde, se dit, je vais me créer ma ville pour mettre tous mes petits employés en dehors du monde que je n'aime pas du tout. C'est absolument pas nouveau, hein. Soyons clairs. Dans l'industrie, dans nos régions en plus, il y a fort longtemps, et Ford également, mais il y a fort longtemps dans l'industrie du métal dans le nord de la France et en Belgique, des patrons d'usines construisaient des petits villages, des petites villes pour leurs ouvriers, et il y en a encore des traces un peu partout de ces petites maisons ouvrières qui étaient construites par les patrons. C'est pas neuf du tout. Voilà, sauf qu'ici, c'est pas des petites maisons ouvrières qu'il peut faire, c'est une ville qui lui coûterait quand même... Oh, mais c'est la version moderne. 177 milliards d'euros. Ah ouais. 177 milliards d'euros. Donc il veut quand même une ville que, pour 10 000 personnes, 177 milliards d'euros, ça fait cher la maison. Ça fait cher la maison. C'est en perspective avec les 2 milliards de dollars pour le data center de Apple, ça fait quand même costaud, quoi. Voilà, donc la piscine, elle est en marbre. Hein. En or massif. Et donc, et là, tu dis c'est le projet mégalo. Non, c'est pas. Enfin, est totalement hallucinant. Non, il veut le faire. Il a des plans. On voit des photos de lui effectivement avec des maquettes. Et ils ont déjà été plus loin que ça. Ils ont même déjà acheté le terrain. Ils ont acheté pour 22 hectares de terrain à 350 millions. Donc, il est en route. Il est chaud là. Donc, Facebook City, c'est pour bientôt. Ben voilà. C'est son pognon. Hein. Ouais, mais enfin, 177 milliards, c'est un peu du tien aussi maintenant. Là, quelque part, oui, à un certain niveau. Bon. C'est le PIB d'un pays, hein. Oui, bien sûr, mais pas le mien. David, tiens, on va aller chez David. Oui. Pas de plan mégalomaniaque du côté de chez Twitter. Non, ça va, non. Hein, Twitter qui lance enfin un plugin officiel pour WordPress. Pour ceux qui ont un blog WordPress, ça va les intéresser. Oui, parce que il y avait déjà plusieurs plugins qui existaient, mais là c'est le plugin officiel, donc ça veut dire que c'est fini de devoir mettre les mains dans le cambouis pour réussir une configuration hasardeuse d'un plugin développé par un gars en Inde qu'on n'est pas sûr de maîtriser à 100%. Ici aujourd'hui c'est Twitter qui lance enfin son plugin et avec pas mal d'idées. Donc en plus de la simplification, on va avoir la possibilité d'avoir accès à toutes les statistiques, donc les statistiques d'échange entre son compte Twitter et son site internet ou son blog, puisque WordPress aujourd'hui n'est plus une plateforme que pour les blogueurs. On a eu pas mal d'histoires qui prouvaient que de grands sites internet étaient gérés par ce CMS. C'est un vrai CMS, oui. C'est un vrai CMS, voilà, pour les sites internet. Et donc, on va effectivement retrouver un bouton pour partager les articles qu'on publie ou les pages qui sont publiées sur le site via Twitter, mais donc avec l'intégration des statistiques. Il y aura un bouton supplémentaire, donc par rapport à ce qu'on connaît déjà, comment dire, plus besoin de j'ai perdu le fil, je reprends, je coupe, donc nouveau bouton, mais non, c'est parce que voilà, tout est nouveau, il n'est pas encore installé, il n'est pas encore tout à fait disponible puisqu'il a été annoncé officiellement par Twitter et disponible aux États-Unis, pas encore ici. C'est clair qu'il va être testé en long et en large et en travers, mais donc voilà, l'idée c'est de dire on laisse tomber tout ce qui a été développé par des tiers qui étaient relativement complexes à configurer et on a enfin des statistiques. Et c'est vraiment ça pour moi le point le plus important, c'est que c'est bien d'avoir un compte Twitter qui est lié, mais si c'est pour ne pas savoir quelle est la création de la communauté et les échanges qui se passent, voilà, moi je trouve ça intéressant. Et alors le principe de carte de Twitter est directement intégré par eux sur leur
voilà, sur leur plugin. Moi, je trouvais ça intéressant. Alors, pour l'aspect statistique, à la rigueur, je demande à voir, mais je vais encore bien l'entendre. Ceci dit, la facilité d'avoir quand même un plugin qui réunit tout ce qui est social, c'est-à-dire Facebook, Google+, et autres, et Twitter, évidemment, c'est quand même une facilité dans WordPress, et c'est quand même mieux que d'avoir 3-4 plugins à installer qui sont chaque fois des choses en plus, des brawls, entre guillemets, en plus, installés sur son instance et qui ne sont pas faites pas nécessairement optimisées, comme tu le disais, pour que le site garde toutes ses performances. Donc, à voir. Voilà. Donc a priori sur le site des Techno, puisque c'est Marc qui le gère, on n'y aura pas droit. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous donnerai 1 ou 2 adresses de sites qui permettront de voir les différences même pour l'utilisateur. Maintenant, ça restera très transparent puisque les codes qui sont utilisés sur les plugins actuels sont dans les codes couleurs et l'esprit de Twitter. Donc il n'y aura pas de révolution pour l'utilisateur. Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, c'est une ligne de code, normalement, l'intégration d'un bouton Twitter, donc voilà. David, ce qui est génial, c'est qu'ils maintenant, ils vont même pouvoir intégrer leur pub. ça, ils ont quand même pas encore osé. Hein. Ça viendra sans doute un jour. Mais t'as raison, à un moment donné, il va falloir faire attention. Ils doivent manger, hein, ces gens-là, ça reste une boîte qui n'a pas encore de bénéfices, donc dis-toi que ça viendra. On parle de Microsoft qui utilise des outils prédictifs, j'imagine que c'est basé sur leurs outils Bing et autres, et qui avait prédit correctement 20 nominations aux Oscars. Ça, c'est rigolo. Oui, sur 24. Sur 24, c'est balèze quand même. Et c'est pas la première fois que leur intelligence artificielle, entre guillemets, et leur outil d'analyse permet d'obtenir de si bons résultats, puisqu'ils avaient eu le même pourcentage de réussite sur les matchs de la Coupe du Monde. D'accord. Et donc c'est vraiment remettre peut-être cette société dans ce qu'elle peut faire de bien. On sait que Microsoft essaie de se renouveler depuis 1 an maintenant pratiquement avec un nouveau PDG à la tête de cette entreprise. Et donc voilà, il pourrait gagner sur un domaine dont on parle encore peu, mais qui est tout le côté prédictif. Donc, et c'est pourtant ce qui est attendu par les utilisateurs. C'est entre guillemets que quand je prends mon smartphone, il est compris avant que je lui demande ce que je vais lui demander. Ça se retrouve dans l'assistant Cortana. Donc pour ceux qui connaissent absolument pas le monde Microsoft smartphone, c'est l'équivalent de Siri chez Apple ou de Google Now sous Android, sauf que Cortana a vraiment de très très bons résultats parce que l'intelligence artificielle et les outils d'analyse qui sont derrière sont vraiment très très puissants. Donc voilà, félicitations à eux, 20 sur 24, c'est plutôt balèze. Sébastien Oui, alors je voulais rajouter juste une info parce que c'est à propos de Microsoft et des prédictions. Alors, qu'est-ce qu'utilise Microsoft pour faire ces prédictions? Parce que ces outils sont publics, et même plus que publics, ces outils sont libres. Ah, libres. C'est R. D'accord. Voilà, R comme la lettre R. R. Et donc, si vous allez sur revolutionanalytics.com, c'est un langage qui vous permet effectivement pour les programmeurs comme nous de balancer toute une série de chiffres et d'en faire d'utiliser tous les algos qu'il y a derrière avec des jolis mathématiciens et pour en sortir les trucs. Donc ce truc est libre et ça a été racheté par Microsoft il y a quelques jours à peine. D'accord. Donc ils ont soigné leur pub pour le coup. Voilà. Ça tombait juste à point. Ça n'empêche que ça reste une bonne info parce que c'est vrai que on le voit par exemple du côté de chez Google. On avait parlé de ça avec l'épidémie de grippe. Sébastien, le Flu Trends nous montre un super beau pic de grippe et effectivement, je pense que quand on aura les chiffres de l'OMS et que ça se confirmera que effectivement, on a tous eu, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, se sont chopés cette grippe et donc on peut comme ça en utilisant certains outils tels que des moteurs de recherche et autres avoir des informations qui sont pertinentes et c'est bien de le signaler. De quoi allions-nous parler encore? De Brawl avec Marc par exemple. Ouais. le vidéo de la Stouquette les enfants. Ah, c'est reparti. Après 50 minutes de podcast, Geeks.me c'est le Smart Band pour Stouquette. Je ne dirai pas le reste parce qu'on m'a mis le titre. Non, je ne le lirai pas. Moi je peux le dire. Vas-y, je t'en prie. Moi, je ne suis pas tenu. C'est le Smart Band pour le guide qui bande. Voilà. De quoi s'agit-il? Il y en a qui bandent pas peut-être.
C'est quoi cette connerie? Donc en gros, c'est un. On n'a pas encore fait de numéro sur la sexualité du geek. Non, donc. En gros, c'est quoi? C'est un bracelet. Hein, Et en gros, c'est une montre connectée, voilà, comme celle qu'on trouve partout. À la seule différence que ce truc va vous permettre aussi de vous informer et de mesurer en privé et de manière confidentielle de vos performances sous la couette. D'accord. Ou sur le canapé, ou sur le siège arrière de la voiture, ou dans le frigo, ou bien où ça vous chante. Nous ne sommes pas sectaires du tout. Et donc, en fait, voilà, c'est un... Mais ça fait pas que ça. Grosso modo, voilà, c'est tout. Donc, c'est un truc qui sera couplé avec une application pour smartphone, Android, iOS, comme d'habitude, et qui vous permettra de vous indiquer l'état de vos performances et la manière d'améliorer la chose en ce domaine. Mais pas que ça. C'est comme avoir votre propre Dr Root, pour ceux qui se rappellent, dans votre montre. Oui, bien sûr. Et ça permettra également de réduire, alors ça, j'ai pas très bien compris, votre impact écologique. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Ça ne fait pas que catalyser les performances sexuelles, il y a d'autres... Ah non, ça fait tout le reste, mais en particulier, ça fait aussi... Ça fait tout le reste, le café, le thé. Voilà. Donc voilà, ça il fallait... En fait, il fallait simplement se différencier, parce que maintenant, si on devient sérieux de petites secondes, c'est le genre d'appareil qui fait exactement ce que font tous les autres. Les montres connectées, on commence à en avoir à l'appel, au container, et donc il fallait trouver le petit truc qui va faire différencier, et je trouve que l'approche est assez sympathique et assez marrante. Voilà, c'est plutôt, c'est plutôt gag. Il faut reconnaître. Voilà. On va terminer peut-être avec David. Alors, on connaissait l'Ambilight, je connaissais moins l'Amberlight, mais c'est un petit peu le même principe. C'est pour contrôler la lumière chez soi, en fait. Ouais, en fait, c'est un projet Kickstarter qui date de l'année passée, mais qui est rentré donc qui a été kickstarté complètement, qui a été un des gros succès aux États-Unis, et ils refont parler d'eux maintenant, puisque les produits vont commencer à être disponibles. Donc, on peut, sur leur site, faire des précommandes qui devraient être livrées d'ici 3 mois, mais qui apporte une nouveauté dans le monde des ampoules connectées, parce qu'au lieu de devoir changer toutes les ampoules, vous allez juste devoir ajouter un socket. Et donc, eux ne s'occupent que de la partie socket, et donc transforment toutes vos anciennes ampoules en ampoules connectées. Ils vont même relativement loin, puisque le socket est compatible avec le Bluetooth et utilise le Bluetooth, et donc vous pouvez aussi, en fonction de vos déplacements et de la présence ou non de votre smartphone dans la pièce, voir vos lampes s'allumer et s'éteindre. Donc voilà, comme toutes les autres marques, ils partent sur le principe c'est écologique, vous allez faire des économies, ceci, cela. Ils rappellent quand même que leur socket est capable de gérer le côté dimmable ou non dimmable des ampoules. Donc, si vous avez déjà des ampoules LED dimmables, votre socket va être capable de garder cette option-là. Oui, parce qu'il faut faire attention, hein, toutes les lampes ne le permettent pas. Les lampes... Voilà, non, il faut que l'ampoule soit compatible, ça c'est sûr et certain. Donc, le seul défaut, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est disponible qu'en socket vissé. Donc, pas à gâchette. Voilà, donc il n'y a pas de système comme on peut retrouver sur les spots LED par exemple. Le système français, la gâchette. C'est ça, le principe de gâchette. Au niveau du tarif, ça permet d'équiper des maisons complètes, parce qu'on n'est pas non plus sur un tarif assassin. On est à $49 l'unité et on tombe à $39 par 10. C'est pas mal. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. C'est un petit peu produit connecté actuellement, donc c'est limite du plug and play, puisque ça se connectera automatiquement à votre routeur, et l'administration se fait à partir d'une tablette ou d'un smartphone, avec une application qui existe pour iOS et pour Android. Il y a une limitation du nombre de sockets commandables par l'application ou a priori non, puisque on peut commander plusieurs kits de 10. C'est ça, donc, on se doute bien qu'on va pouvoir les gérer avec l'application. Gaffe quand même à vos abat-jours, hein, parce que ça prend de la place. Ce socket est quand même, sans être très volumineux, il prend plus de place que tout simplement, c'est logique. Donc il va falloir faire attention, tous les sockets ne le permettent pas. Hein, vous risquez d'avoir des débords si c'est vraiment des systèmes... des choses peu esthétiques. Ou des choses peu esthétiques, effectivement. Un commentaire peut-être du côté de Sébastien, oui, ça je m'en doutais.
Alors, j'adore, mais alors, je veux juste réagir sur une mini-phrase de David. Si vous voulez faire... Ce projet vous annonce que vous allez faire des économies. Si vous voulez faire des économies, il y a beaucoup plus simple. Acheter des contrôleurs de prise D-Link. Oui. Oui. C'est tout. Oui. Mais ça, c'est juste pour les prises. Ici, on parle des sockets. Mais D-Link va en faire. Oui, sûrement. J'en suis persuadé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce genre de truc. Il existe des systèmes qui sont certainement moins orientés objets connectés, domotique, etc. Infrarouge, quoi. Juste avec la petite télécommande. Ça existe, certes. Mais ici, bon, il y a quand même une promesse derrière avec une application qui va peut-être avoir des applications tierces qui vont permettre de gérer ce type d'objet. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Je sais que Marc, lui, s'en fout un peu. ce genre d'objet, lui, non. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je suis peut-être pas assez geek, en fait. C'est peut-être ça. Alors, retournons donc voir les épisodes 1 et 2, sommes-nous geeks ou pas, produits au moment des fêtes. Je vous invite à aller les revoir. Apparemment, à l'époque, Marc était geek, mais il a pu changer. C'est possible. On a fini Oui. Il essaye des montres. Oui, mais il ne les porte pas. Je pense qu'on a fini. Hein? Oui, on a fini. On a fini. Eh ben, c'était le numéro 23. C'est marqué là. Le numéro 23 des technos. On se dit la semaine prochaine, et entre-temps, sans doute encore des hors-séries et autres à vous proposer sur notre page YouTube ou sur notre page web également, lestechnos.be. Passez une très très bonne semaine. À bientôt. Salut.